Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Sir Galad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck Commander pour Magic the Gathering. Et avec la sortie de Final Fantasy et toutes les nouvelles sagas et les cartes autour du thème de la saga, j'ai eu envie de retravailler mon vieux deck Sigurd Jarl de Ravenstorp. Il s'agit d'une créature rouge, vert, blanc qui sort sur 3 mana, une de chaque couleur. Il a la vigilance, le piétinement et le lien de vie, il est 3-3. Rien que ça, c'est déjà assez exceptionnel. Et il a une capacité qui s'appelle Vantardise. Pour une mana incolore, on peut mettre un marqueur Sapiens sur une saga ciblée que nous contrôlons ou retirer un marqueur Sapiens d'une saga ciblée que nous contrôlons. À chaque fois que l'on va mettre un marqueur Sapiens sur une saga que nous contrôlons, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une autre créature ciblée. Alors c'est un peu dommage, il ne peut pas les mettre sur lui-même et cette capacité de Vantardise ne peut s'activer que s'il a attaqué et qu'une seule fois par tour. Donc même si on arrive à faire plusieurs phases de combat dans le même tour, ça ne sera pas utile pour cette capacité. Mais surtout, on a besoin d'attaquer avec le commandeur pour que ça se déclenche. Il faudra donc faire en sorte de lui permettre de survivre à ses attaques, donc de le protéger et de le renforcer. Ça va être une des thématiques centrales, bien entendu, de notre deck. Ça, et évidemment, abuser à foison des sagas que nous pourrons garder en jeu grâce à Sigurd en enlevant systématiquement les marqueurs Sapiens avant de devoir les sacrifier. Nous avons quasiment 80% du deck qui sort sur 3 mana ou moins, donc normalement le jeu est relativement rapide. Nous avons néanmoins une base de mana assez solide avec 8 cartes supplémentaires permettant d'avoir plus de mana. Nous commençons bien entendu avec les classiques, l'anneau solaire, le cachet d'ésotérisme et la sphère du commandant, qui sont là pour fixer nos couleurs de mana ou nous donner un petit boost de mana en début de partie. C'est incolore, donc même si jamais il devait nous manquer une couleur, ça nous permettra quand même de pouvoir avoir les bonnes couleurs pour sortir nos cartes, surtout notre commandeur le plus rapidement possible. Alors, voici nos vrais accélérateurs. Ces deux sagas, l'invocation Fenrir et le traité de brise en graines, vont nous permettre d'aller chercher un terrain de base dans notre bibliothèque et de le mettre directement en jeu engagé. Il y a 18 terrains de base en tout dans notre deck. On va pouvoir ramper assez rapidement, surtout grâce à notre commandeur qui nous permettra d'enlever un marqueur saga à chaque fois pour rejouer la première étape systématiquement. Ces deux cartes vont nous permettre rapidement de gonfler une bonne base de mana et en plus de fixer nos couleurs en choisissant à chaque fois la couleur que l'on veut. Jugan défend le temple est une saga très intéressante. Sa première étape, qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible si on la met en début de partie, va nous permettre de créer des jetons de créatures 1-1 vertes, humains et moines qui ont la capacité de nous donner une mana verte à chaque fois qu'on va les engager. Si nous sommes bien installés niveau mana, donc en milieu et fin de partie, on préférera rapidement retourner cette saga pour avoir donc le vestige de l'étoile ascendante, une créature enchantement dragon et esprit qui va nous permettre de mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes les autres créatures qu'on va amener en jeu et surtout, dès lors qu'on va contrôler au moins 5 créatures modifiées, ce qui sera très facile avec notre commandeur puisqu'il va mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes nos créatures, il va devenir une créature 7/7 vol piétinement qui aura lui-même des marqueurs grâce à notre commandeur. Donc une très très forte menace qui mettra beaucoup de pression à nos adversaires. Notre prochaine saga, le Chant de Frialis, va nous permettre de fixer nos couleurs de mana dès le début, quand on aura cette saga en début de partie, bien entendu, puisqu'elle va donner la capacité à toutes nos créatures de nous permettre d'avoir une mana de n'importe quelle couleur lorsqu'on les engage. Il y a beaucoup de créatures dans notre jeu qui n'ont pas vocation ni à bloquer ni à attaquer et qui ont des effets en fait simplement par leur présence en jeu. Et on va pouvoir grâce à ça les transformer en source de mana, ce qui est très intéressant. Petite synergie au passage avec Jugan défend le temple, qui nous aura créé un certain nombre de jetons humains et moines qui donnaient que de la mana verte et qui, grâce au champ de Frialise, pourront nous donner n'importe quelle couleur de mana, ce qui est vraiment très intéressant. Et en plus, en milieu fin de partie, la troisième étape du champ de Frialise peut éventuellement devenir un finisher contre nos adversaires en donnant vigilance, piétinement et indestructible à toutes nos créatures. La tisseuse de sanctuaire est une carte très intéressante en début de partie puisqu'elle est elle-même un enchantement, donc elle nous donnera toujours au moins une mana de n'importe quelle couleur, ce qui pour une verte est une incolore est très intéressant évidemment. Mais surtout, comme on a énormément d'enchantements dans notre jeu, nous en avons 30 en tout, plus des moyens de copier les enchantements, nous allons rapidement avoir une source de mana très importante grâce à la tisseuse du sanctuaire. C'est vraiment une carte qui nous sera très utile en début, en milieu et en fin de partie. Notre commandeur ne nous permet pas de piocher et il ne nous permet de conserver qu'une seule saga active, ce qui veut dire qu'un certain nombre de sagas vont aller dans notre cimetière. Il était donc important de pouvoir piocher pour en rejouer régulièrement afin de bien profiter de l'effet de notre commandeur. C'est pour ça que nous avons une base de pioche très solide. La guerre de la dernière alliance est une des sagas les plus fortes de notre deck puisqu'elle nous permet d'aller tutoriser n'importe quelle carte de créature légendaire. Il y en a 9 en tout dans notre deck et chacune d'elles synergise de façon optimisée dans notre plan de jeu. Prenons par exemple ces deux-ci qui sont vraiment très puissantes et je pense parmi les deux premières à aller chercher avec la guerre de la dernière alliance.
Taranika, la vétérane Akroen, va nous permettre de pouvoir attaquer avec notre commandeur sans qu'il puisse être détruit par nos adversaires, puisqu'il lui donnera l'indestructibilité. Et Garnet, la princesse d'Alexandrie, elle, va nous permettre chaque tour de pouvoir enlever un marqueur Sapiens sur chacune des sagas que nous avons et donc de garder toutes nos sagas. Deux cartes extrêmement puissantes dans notre plan de jeu. Une fois qu'on a ces deux cartes en jeu, d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de conserver notre commandeur. On peut tourner rien qu'avec ces deux cartes. La marée affamée s'élève. Cette saga va mettre un jeton de créatures à chacune de ces trois premières étapes, puis à la quatrième, on va pouvoir sacrifier n'importe quel nombre de créatures que l'on contrôle pour aller chercher dans notre bibliothèque ou notre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de créatures que nous avons sacrifiées, et on va pouvoir la mettre directement sur le champ de bataille. En fait, c'est un des rares sagas sur lesquels on va vouloir rajouter des marqueurs sapiens plutôt qu'en enlever grâce à la capacité de notre commandeur pour rapidement atteindre le 4 et pouvoir tutoriser une créature. La créature à aller chercher en priorité avec la marée, en plus ça tombe bien, elle vaut 3 mana, pile le nombre de créatures que la marée crée, c'est le témoin de l'évolution bien entendu, puisque dès lors qu'on va mettre un marqueur +1 sur lui grâce à son adaptation ou grâce à notre commandeur, on va pouvoir récupérer la marée affamée s'élève et la rejouer pour aller chercher ensuite d'autres cartes. Une autre carte qui synergise de façon très puissante avec la marée va bien entendu être Yena, puisqu'on va pouvoir créer une copie de la marée. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'attendre que la marée soit à son étape 2, d'en créer une copie qui sera donc à l'étape 1, ce qui fait que lorsque la première va être détruite parce qu'elle sera à 4, la copie n'en sera alors qu'à 3, on pourra de nouveau la copier pour avoir une copie à 1, et donc on aura toujours au moins une copie en jeu, nous permettant de pouvoir aller chercher, faire à mesure toutes les créatures de notre deck. Le jour du Docteur est une saga qui va fonctionner exactement comme la guerre de la dernière alliance. Elle va nous permettre d'aller chercher les créatures légendaires de notre deck. La petite différence, c'est que là, on les exile et qu'on ne pourra les jouer que tant que la saga reste en jeu. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus pour pas qu'une carte reste exilée si jamais l'enchantement est géré. Mais néanmoins, ça reste extrêmement puissant et encore une fois, on va pouvoir aller chercher des cartes qui sont toutes très très synergiques avec notre plan de jeu. Puisque notre plan de jeu est de jouer beaucoup d'enchantements, nous avons évidemment comme source de pioche des cartes qui synergisent avec ce plan de jeu, donc des créatures qui disent qu'à chaque fois que nous allons jouer un sort d'enchantement, nous allons pouvoir piocher une carte. La présence de l'enchanteresse est lui-même un enchantement d'ailleurs qui dit exactement cela, à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement, on pioche une carte. Citis fait la même chose, mais en plus elle nous gratifie d'un point de vie. La enchanteresse verdurale, elle aussi, va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'on va jouer une carte d'enchantement. L'édolon des fleurs va nous permettre lui aussi de piocher, mais il nous fait piocher déjà dès que lui arrive en jeu, ce qui est déjà intéressant, et en plus à chaque fois qu'un enchantement arrive en jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le lancer. Si nous ramenons un enchantement en jeu depuis notre cimetière ou si nous copions un enchantement, on va quand même piocher une carte grâce à lui. La championne cététienne va faire exactement la même chose, elle va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'un enchantement arrive en jeu, et en plus elle va grossir à chaque fois en rajoutant un marqueur plus un sur elle-même, devenant de plus en plus puissante et menaçante. L'enchanteresse de la mesa fonctionne exactement comme l'enchanteresse Verdurald, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort d'enchantement, on va pouvoir piocher une carte. Et enfin, dans cette même thématique, l'enchanteur satyre qui fait exactement la même chose, il nous fait piocher à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement. Et l'hiver de la cour sauvage est une créature très très puissante dans notre jeu. D'ailleurs, à elle toute seule, elle peut être un plan de victoire, vraiment. À chaque fois qu'elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, on va créer un jeton d'aura, en fait, hein, un rôle vertueux qu'on va attacher à une autre créature ciblée que nous contrôlons. Évidemment, on va commencer par mettre ça sur notre commandeur, c'est là que ce sera le plus puissant. La créature va gagner +1/+1 pour chaque enchantement que nous contrôlons. Notre commandeur ayant le piétinement et le lien de vie, ce sera vraiment très puissant sur lui. Donc déjà, on va piocher une carte pour chaque créature qui dit que lorsqu'un enchantement arrive en jeu, on pioche une carte lorsque cet effet va se déclencher. Mais en plus, Eliver dit aussi qu'à chaque fois qu'une créature enchantée que nous contrôlons inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Et si notre commandeur est enchanté et qu'il devient très très puissant, comme il a le piétinement, on va très souvent piocher en attaquant grâce à lui. Eliver est vraiment une condition de victoire très puissante dans notre plan de jeu. L'Enchantement du monde est une de nos 2 sagas les plus chères et les plus compliquées à jouer. Néanmoins, si on arrive à la maintenir en jeu, elle est vraiment très, très puissante. En fait, à chaque fois qu'elle va s'activer sur sa capacité 1 ou 2, on va pouvoir choisir une carte de permanent parmi les 7 prochaines cartes de notre bibliothèque qu'on va mettre dans notre main. Alors ce sera un permanent non saga, mais il y a beaucoup de permanents non saga qui sont vraiment très puissants et très synergiques dans notre jeu avec les sagas, comme par exemple le conduit d'alimentation ou les terrains de nidification qu'on verra un peu plus tard. La dernière capacité de l'enchantement du monde sera rarement intéressante puisqu'on n'a pas énormément de cartes valant cher en mana qui ne sont pas des sagas. Donc le but ce sera vraiment de garder le 1 et le 2 le plus longtemps possible grâce à nos plans de jeu permettant d'enlever des marqueurs dessus, notamment le conduit d'alimentation en fait partie.
Le rituel, un lien entre humain et chimère, est assez compliqué à mettre en place, mais il peut vraiment être très très puissant. D'abord, il coûte une mana verte et une incolore à lancer. Il va faire surveiller deux. Pour surveiller deux, on prend les deux cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut choisir de les remettre toutes les deux sur le dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix, ou mettre n'importe laquelle de ces deux cartes, voire les deux cartes dans notre cimetière. On gagne ensuite 2 points de vie. Et ensuite, le rituel va aller dans notre cimetière. Nous allons alors pouvoir le jouer pour son coup de flashback, c'est-à-dire payer une mana verte et 3 incolores pour lancer le sort depuis le cimetière. Et si on le fait, il va se redéclencher. Bien entendu, on va devoir faire surveiller 2 et gagner 2 points de vie à nouveau. Mais surtout, on va alors l'exiler et le transformer. La transformation est une saga créature qui s'appelle Espermaduin et qui va arriver avec un marqueur finalité sur lui, c'est-à-dire que si jamais il meurt, il sera exilé. Ça serait intéressant de réussir à lui enlever ce marqueur finalité grâce, par exemple, au conduit qu'on a vu juste avant. Lui, il dit que son étape de 1, celle qu'on va vouloir garder le plus longtemps possible, bien entendu grâce à notre commandeur et aux autres effets, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque et si c'est une carte de permanent, on la met dans notre main. Sachant que toutes les cartes de notre deck sont des permanents sauf ce rituel, c'est la seule carte non permanente de notre deck, ça veut dire qu'on va systématiquement piocher une carte de plus tant qu'on arrivera à garder cette carte dans notre main. Sa troisième capacité peut nous permettre éventuellement de faire un kill en fin de partie, puisqu'il va donner plus de piétinement à toutes nos créatures. Comme on aura mis plein de marqueurs plus un partout grâce à notre commandeur, ça peut vraiment être très efficace. Notre commandeur ne peut retirer qu'un marqueur sapiens par tour, autrement dit, il ne peut nous permettre de sauver qu'une seule saga. Les autres sagas vont inexorablement arriver à la fin et être donc sacrifiées. On a donc vraiment besoin de moteurs nous permettant de réanimer nos sagas, c'est-à-dire les renvoyer depuis le cimetière dans notre main pour pouvoir les rejouer. Nous avons bien sûr déjà vu le témoin de l'évolution qui nous permet de récupérer une carte de permanent depuis notre cimetière et la remettre dans notre main à chaque fois qu'on met un marqueur plus un sur lui. On va pouvoir lui mettre un marqueur grâce à sa capacité adaptation la première fois qu'on va l'utiliser bien entendu et par la suite il faudra utiliser la capacité de notre commandeur à mettre des marqueurs sur nos créatures à chaque fois qu'on met des marqueurs sapiens sur une saga afin de pouvoir remettre des marqueurs sur le témoin et récupérer toujours plus de permanents depuis notre cimetière. Le champ d'étoiles de Nyx, lui, par contre, est beaucoup plus puissant puisqu'il dit qu'au début de notre entretien, on peut renvoyer une carte d'enchantement de notre cimetière directement sur le champ de bataille. On n'aura pas besoin de repayer son coup de mana. Et en plus, dès lors qu'on contrôle au moins 5 enchantements en plus de lui, chaque autre enchantement que l'on contrôle qui n'est pas une aura devient une créature en plus de ses autres types et a une force et une endurance de base égale à son coup de mana. Certains de nos enchantements valant assez cher, ça peut être assez intéressant. Cette deuxième capacité ne sera néanmoins pas la plus intéressante de notre plan de jeu. Nous avons ensuite Norika Yamazaki, la poétesse, et la chamane sourcier. Norika, elle, va nous dire qu'à chaque fois qu'on attaque avec un samouraï ou un guerrier qui attaque tout seul, donc soit notre commandeur qui est un guerrier, soit elle-même qui est un samouraï, on va pouvoir lancer une carte d'enchantement ciblée depuis notre cimetière ce tour-ci. Ce tour-ci, cela signifie qu'on ne peut pas lancer la carte pendant qu'elle est en train d'attaquer, sauf si la carte a le flash. Mais on pourra la jouer après la phase de combat, bien entendu. C'est vraiment très synergique avec notre commandeur, car on va très souvent on va attaquer avec seulement notre commandeur et on pourra, grâce à elle, récupérer une carte de saga ou d'autres enchantements d'ailleurs depuis notre cimetière. La chamane sorcier, elle, n'a même pas besoin que nous attaquons et elle peut être utilisée pendant n'importe quel tour, y compris le tour d'un adversaire. Il suffit de payer une verte, deux colorless et de l'engager et on renvoie un enchantement de notre cimetière dans notre main. L'inconvénient de ces deux cartes, c'est que dans les deux cas, il va falloir payer le coût en mana de l'enchantement pour pouvoir le rejouer. Ça peut rapidement nous coûter assez cher en mana si on a besoin de ramener beaucoup d'enchantements de cette façon-là. Les Aesirs s'échappent du Valhalla est une saga qui est assez compliquée à utiliser par elle-même, bien que très efficace malgré tout, hein. À sa première étape, on va exiler une carte de permanent de notre cimetière et gagner un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Sa deuxième étape, on va mettre sur une créature ciblée que nous contrôlons un nombre de marqueurs plus un égal à la valeur de mana de la carte exilée. Évidemment, on va toujours privilégier de cibler notre commandeur, puisqu'il a vigilance, piétinement et lien de vie. Piétinement et lien de vie, avec des marqueurs plus un sera toujours très bon pour nous. Et enfin, sa dernière étape, on va renvoyer les Aesirs s'échappent du Valhalla et la carte exilée dans la main de leur propriétaire. Autrement dit, on va récupérer la saga plus le permanent qu'on aura exilé du cimetière dans notre main pour pouvoir les rejouer. Le danger, c'est que si jamais notre saga est détruite alors qu'on a exilé cette carte, la carte sera perdue et vraiment on n'a pas envie de perdre ce genre de carte. Donc
il va falloir qu'on mette rapidement des marqueurs sapiens sur notre saga pour le plus vite possible arriver à déclencher le troisième effet. Dans le meilleur des mondes, si on attaque avec notre commandeur et qu'on rajoute un marqueur saga sur cette saga pour passer à 2 et qu'on a Satsuki en jeu qui nous permet de rajouter un marqueur elle aussi quand on l'engage, on va pouvoir passer de 1 à 3 en un seul tour et récupérer cette saga plus une carte de notre cimetière directement dans notre main, tout en ayant gagné au passage des points de vie et mis des marqueurs plus 1 plus 1. La synergie est vraiment, vraiment très intéressante. Je voudrais m'étendre un peu plus longtemps sur cette saga parce qu'elle est vraiment très intéressante dans notre plan de jeu. Je donne un exemple concret. Imaginons, on joue les Aesirs s'échappent du Vala alors qu'on a l'enchantement du monde dans notre cimetière. Dès qu'il arrive en jeu, la première capacité de Sapiens se déclenche, on va donc exiler l'enchantement du monde et gagner 7 points de vie. C'est déjà intéressant. On attaque ensuite avec notre commandeur et on déclenche la capacité de Vantardis pour une mana incolore. On va alors pouvoir mettre 7 marqueurs plus 1 sur notre commandeur qui devient une créature 10-10 piétinement en lien de vie si jamais on n'avait pas réussi à l'augmenter jusque-là. Et le tour d'après, on va récupérer en main la saga Les Aesirs s'échappent du Valhalla, plus la saga L'Enchantement du Monde. Tout ça est vraiment très, très synergique et parfois ça pourra même nous permettre de nous apporter, une force de frappe pouvant finir une partie. Pour finir avec nos cartes de réanimation, voici Joshua. Lorsqu'il arrive en jeu, on peut se défausser de jusqu'à 2 cartes pour piocher jusqu'à 2 cartes. On utilisera assez rarement cette capacité, sauf si vraiment on a besoin de trouver rapidement des solutions. Pour une mana blanche, une rouge et 3 incolores, on va pouvoir l'engager et le renvoyer sur le champ de bataille transformé. Il va falloir attendre un tour complet pour pouvoir le faire, parce qu'il aura le mal d'invocation, et on peut faire ça que pendant notre tour, puisqu'on peut l'activer qu'à la vitesse d'un rituel. Transformé, il devient une créature saga 4-4 vol avec le lien de vie. Sa première capacité et sa deuxième capacité, ce sera de faire 2 points de dégâts à chaque adversaire. Et donc, en fonction du nombre d'adversaires, de nous faire gagner potentiellement pas mal de points de vie, hein, parce que si on joue à 4, on va gagner 6 points de vie au 1 et 6 points de vie au 2. Mais sa troisième capacité va nous permettre de renvoyer n'importe quel nombre de créatures ciblées depuis notre cimetière directement sur le champ de bataille, du moment que leur valeur de mana totale ne dépasse pas 6, sachant qu'il n'existe qu'une seule et unique carte dans notre jeu, en fait, hein, dont le coût en mana est supérieur à 6. Donc on pourra potentiellement ranimer n'importe quelle créature de notre jeu, voire même plusieurs d'un coup. Et ensuite, on va alors l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille sous sa forme de créature. Alors, comme ce n'est pas une transformation, on l'exile et on le renvoie en jeu. Mettre des marqueurs plus 1 sur lui grâce à notre commandeur sera vraiment pas forcément très intéressant, sauf si on n'a rien à ramener de notre cimetière et qu'on veut le garder sous sa forme de saga à l'étape 1 et 2 en enlevant systématiquement les marqueurs sapiens dessus pour pouvoir pinguer à distance notre adversaire ou nos adversaires et faire grossir cette créature qui a quand même le vol et le lien de vie. C'est toujours intéressant de mettre des marqueurs plus 1 dessus grâce à notre commandeur si on a décidé de la garder évidemment. Je voudrais commencer le chapitre de la gestion par cette saga, la chute du seigneur Konda, et je vais m'en servir comme exemple pour toutes les autres, comme ça on ira plus vite après sur les autres. Il sort sur une blanche et deux colorless, donc assez rapidement, et sa première étape dit qu'on va exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 4. Autrement dit, on ne pourra pas gérer les petites menaces, mais uniquement les grosses menaces grâce à cette saga. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que si nous parvenons à enlever systématiquement les marqueurs sapiens de cette saga grâce à notre commandeur ou d'autres cartes de notre jeu permettant de le faire, ça veut dire que chaque tour, on va pouvoir exiler une menace en face. Ça peut rapidement devenir extrêmement puissant et extrêmement ingérable pour nos adversaires. On n'aura vraiment pas envie que cette saga se transforme par contre, parce qu'une fois transformée, ça devient une carte très très peu intéressante, une créature 1-3 qui a le défenseur, elle peut même pas attaquer, et qui dit qu'on va piocher une carte lorsqu'elle meurt. Néanmoins, la deuxième partie de la saga pourra parfois exceptionnellement être intéressante en nous permettant de faire en sorte que chaque joueur récupère le contrôle de tous les permanents qu'il possède. Si on est contre un joueur qui a tendance à voler les cartes des autres joueurs, ça nous permettra de pouvoir récupérer nos cartes. C'est toujours intéressant, mais ce sera très rarement utile. Alors, la prochaine saga est un petit peu particulière parce qu'on sera partagé entre l'envie de garder toujours la saga sur son premier et son deuxième chapitre, parce que à chaque fois qu'on sera sur ce chapitre-là, pour chaque joueur, on va pouvoir exiler jusqu'à une cible non saga, non terrain, permanent que le joueur ciblé contrôle. Autrement dit, pour chaque joueur, on va pouvoir exiler une carte qui n'est pas un saga et qui n'est pas un terrain, mais on les exile seulement jusqu'à ce que cette saga quitte le jeu. Et c'est là où ça devient un peu délicat parce qu'on a
aussi envie de déclencher le troisième chapitre et donc du coup, de sacrifier Sadka et de renvoyer, les cartes qu'elle avait exilées en jeu malheureusement et afin de pouvoir créer donc Avacyn qui est une créature vol, vigilance 8/8 indestructible et qui est vraiment extraordinairement puissante. Si on a un moyen de pouvoir rejouer la battle, depuis le cimetière grâce à un de nos effets de réanimation, alors on va vouloir effectivement déclencher le troisième effet. On peut aussi utiliser l'effet 1 et 2 pour détruire des puissants jetons de nos adversaires, ce qui fait que lorsqu'on va sacrifier notre saga, ils ne récupéreront rien du tout puisqu'un jeton qui a été exilé ne revient jamais en jeu. Néanmoins, très, très souvent, profiter tous les tours de la première et de la deuxième capacité de cette saga sera souvent plus utile que de déclencher sa troisième capacité. Ral et le labyrinthe implicite est une saga qui sera parfois inutile. Lorsque on va la mettre en jeu, son premier chapitre dit qu'elle va faire 2 blessures à chaque créature et Planeswalker que nos adversaires contrôlent. Ce sera rarement un moyen de détruire des créatures, sauf les plus faibles, mais par contre, contre les jeux jouant une quantité démentielle de petits jetons, ce sera vraiment une carte très très puissante. Elle sera donc pas forcément toujours utile, mais quand elle sera redoutablement utile. Ça peut être à elle seule une condition permettant d'empêcher un adversaire de nous envahir et de nous écraser. L'abri 13, quant à lui, il dit que sa première étape, du moins, dit que pour chaque joueur, on va pouvoir exiler jusqu'à une cible, enchantement ou créature qui va être exilée jusqu'à ce que l'abri 13 quitte le jeu. La deuxième partie, c'est qu'on va gagner 2 points de vie et faire regard 2. C'est bon à prendre, mais c'est pas forcément la capacité la plus intéressante qui nous intéresse dans cet abri 13. Et l'étape numéro 3, on va renvoyer 2 cartes exilées par lui sur le champ de bataille sous notre contrôle et mettre le reste sous la bibliothèque de leur propriétaire. Et c'est là que c'est intéressant. Si on arrive à garder le chapitre 1 suffisamment longtemps, on va exiler beaucoup plus que 2 cartes grâce à l'abri 13 et lorsqu'on va enfin résoudre l'abri 13, la plupart des cartes ne reviendront pas en jeu, elles iront sous la bibliothèque de leur contrôleur. Et là, du coup, ce sera vraiment très intéressant. Notons d'ailleurs que, par exemple, une fois qu'on a nettoyé le champ de bataille de toutes les petites créatures, exiler Ral et le labyrinthe implicite grâce à l'abri 13 sera une stratégie tout à fait intéressante, vu que l'étape 2 et 3 de Ral sont pas du tout intéressantes pour notre plan de jeu. Ajani, pourfend le Père du Divin, va nous permettre à sa première étape de pouvoir exiler une créature ciblée de force supérieure ou égale à 3. Et l'origine de ceux qu'on ne voit pas, elle, va faire 4 points de dégâts, donc une va être utilisée pour détruire les grosses créatures et l'autre les plus petites. Si on arrive à maintenir une ou l'autre de ces sagas à la première étape grâce à notre commandeur ou à d'autres cartes permettant de le faire, on pourrait vraiment créer une redondance qui chaque tour va être une grosse pression pour nos adversaires. L'étape 2 et 3 de Ajani Pourfend le Divin est beaucoup moins intéressante. Par contre, l'étape 2 et 3 de l'origine de ceux qu'on ne voit pas peut éventuellement devenir intéressante. Si on arrive à répéter souvent la deuxième étape, créer 2 jetons de créatures, un noir assassin avec la menace, jusqu'à en avoir vraiment vraiment beaucoup, la dernière étape se déclenchant au moment où on attaque, on va pouvoir doubler le nombre de ces jetons et ça peut éventuellement être une condition de victoire pour achever un ou plusieurs adversaires. L'invocation Diction. Tant qu'on arrive à le garder à son niveau 1 de saga, on va exiler chaque tour une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette saga quitte le jeu. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur plusieurs éléments concernant cette carte. D'abord, il s'agit d'une créature saga, c'est-à-dire qu'on peut aller la chercher grâce à un effet comme celui de la marée affamée s'élève, qui nous permet de tutoriser n'importe quelle carte de créature. Comme il vaut 3 mana, dès qu'on va utiliser la marée affamée s'élève, on va pouvoir aller chercher cette saga. C'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, deuxième synergie intéressante avec notre plan de jeu, c'est que notre commandeur peut mettre des marqueurs plus 1 sur des autres créatures et on va donc pouvoir mettre des marqueurs plus 1 sur ce Monixion. À chaque fois qu'on va mettre un marqueur Sapience dessus, on pourra lui mettre un plus 1. Et comme il a l'initiative, ça peut rapidement devenir une très 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 grosse menace. Cette carte est vraiment très puissante et très synergique dans notre plan de jeu. La princesse s'échappe. C'est une carte très intéressante. Elle dit au premier chapitre qu'on va pouvoir exiler une créature ciblée, mais il n'est pas précisé que c'est une créature qu'un adversaire contrôle. Évidemment, on va avoir tendance à s'en servir contre une créature qu'un adversaire contrôle, qui est une menace, ou contre un jeton de créature, parce qu'on est sûr qu'il ne reviendra pas si jamais on atteint l'étape 3 de la saga, puisqu'à l'étape 3, on renvoie sur le champ de bataille les cartes qu'elle a exilées. Néanmoins, on peut exiler grâce à ça une carte de créature saga, et donc, par exemple, imaginons qu'on ait Yojimbo. Yojimbo, à sa première étape, il va exiler un artefact ou un enchantement, ou une créature engagée qu'un adversaire contrôle. Ensuite, on joue, la princesse prend son envol, on exile Yojimbo,
Une fois que la princesse disparaît, Yojimbo revient et il recommence. Ça veut dire que même si on ne dispose pas de la capacité d'enlever des marqueurs sapiens parce que notre commandeur est bloqué, peut pas attaquer ou n'importe quoi, avec cette synergie, on peut quand même permettre de faire quelques petites choses intéressantes. Notons que Yojimbo est une créature 5-5 avec la vigilance, ça peut déjà être très intéressant. Il permet aussi à l'étape 2 et 3 de nous protéger contre nos adversaires qui pourront pas nous attaquer en masse à moins de payer beaucoup de mana. Et si jamais on devait arriver jusqu'à l'étape 4 et le sacrifier, on va pouvoir créer beaucoup de jetons trésors potentiellement, suffisamment éventuellement pour dépenser ce qu'il faut pour ramener Yojimbo depuis le cimetière. L'invocation de Bahamut est la saga la plus chère et même la carte la plus chère de notre deck en coût en mana. Elle coûte vraiment beaucoup de mana, 9 mana c'est beaucoup, mais néanmoins si on arrive à la jouer et à la conserver, l'effet est vraiment incroyablement puissant. La première et la deuxième étape dit qu'on détruit n'importe quel permanent non terrain. Si on arrive à garder ces deux étapes actives grâce à notre commandeur, voire à les réactiver plusieurs fois par tour, c'est dévastateur. N'oublions pas qu'on a quand même affaire à une créature 9-9 vol en plus, donc ça va faire très mal. La troisième étape nous fait piocher 2 cartes. Bon, ça, je vais dire que c'est anecdotique, mais la dernière étape dit que cette créature va faire autant de dégâts que le coût total des autres permanents que nous contrôlons à chaque adversaire. Imaginez que nous ayons en jeu Yena, la régente de Croc-Rouge. On va pouvoir copier Bahamut. On va bien sûr attendre qu'il soit par exemple à l'étape 2 pour le copier avec une étape 1 du coup, afin de pouvoir en avoir toujours au moins un en jeu, puisqu'on copiera à chaque fois la nouvelle copie. Le terrain de nidification va nous permettre de déplacer un marqueur sapiens depuis une autre saga vers lui, donc ce qui veut dire que au lieu de mettre 4 tours à déclencher son dernier effet, il en mettra seulement 2, puisque premier tour il arrive en jeu, il passe à 1. Avec le terrain de nidification, on le fait passer à 2. Ensuite, au deuxième tour, il passe à 3 et avec le terrain, on le fait passer à 4. Ce qui veut dire que un tour sur 2, on va pouvoir avoir un Bahamut qui arrive à son niveau 4 et se déclenche. Si on le copie avec Yena un tour sur 2, ça veut dire qu'un tour sur 2, on va faire minimum 20 points de dégâts à chaque adversaire. En 2-3 tours maximum, la partie est pliée. C'est vraiment très très puissant comme synergie. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres synergies dans notre jeu avec cette carte. Si elle reste en jeu, très souvent, ce sera une victoire rapidement. Et nous finissons le chapitre sur la gestion avec Emprise du Destin, un enchantement classique et très efficace qui nous permet d'exiler jusqu'à un permanent non terrain ciblé que chaque adversaire contrôle. C'est vraiment très puissant puisque ça nous donne du card advantage en quelque sorte, hein. Pour une carte, on va pouvoir en neutraliser potentiellement jusqu'à 3. C'est très très puissant. Yotia d'Écart la guerre est une saga très intéressante, elle coûte pas cher à sortir, seulement une mana rouge et une incolore, et si on arrive à la garder à son niveau 1 assez longtemps, on va pouvoir se faire une petite armée de créatures qui pourront nous permettre de bloquer des créatures avec le vol éventuellement, ou être utilisées pour activer la deuxième capacité de la saga, et donc pouvoir s'en servir pour faire des dégâts directement à une créature ou à un Planewalker ciblé. La troisième est un peu moins intéressante, mais ça reste une unco, donc bon, ne nous plaignons pas. L'impossible astronaute, lui, est vraiment très très puissant. Si on arrive à maintenir cette saga en jeu grâce à notre commandeur, on va progressivement avoir quasiment toutes les créatures de nos adversaires qui seront incitées, et donc forcer nos adversaires à s'attaquer tous les tours entre eux avec leurs cartes les plus puissantes. Ce sera vraiment très 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 fort, et ça peut à elle seule éventuellement nous donner la victoire. Une grosse partie de notre plan de jeu repose sur le fait qu'on puisse chaque tour attaquer avec notre commandeur. Évidemment, il ne faut pas qu'il se fasse tuer quand il attaque, donc il va falloir qu'on puisse le défendre. Pour ça, on a tout un arsenal de cartes, et voici les plus importantes. L'inviolabilité, pour commencer, est un enchantement qui sort sur une mana blanche et une incolore. C'est une aura qu'on va mettre sur notre commandeur, et qui dit qu'on va prévenir tous les dégâts qui pourront lui être faits. Les dégâts de combat comme les dégâts de non-combat. Ça va nous permettre de pouvoir attaquer avec lui tranquillement tous les tours sans risquer grand-chose. Le bouclier, ensuite, c'est une autre aura qu'on va pouvoir aussi mettre sur notre commandeur. Bien sûr, si on a les 2, on va en garder une des 2 en main au cas où, et qui dit qu'à chaque fois que la créature, est enchantée par cette aura, si jamais elle est verte, elle gagne +1/+1 et elle est indestructible. C'est finalement cet aspect-là qui nous intéresse, et si elle est blanche, elle gagne +1/+1 et elle a le vol. Avec cet enchantement, notre commandeur devient une 5-5 vol, vigilance, piétinement, lien de vie, indestructible. Ça, c'est vraiment très, 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 très puissant. Le conte de Tinuviel, quant à elle, c'est une saga, donc notre but bien sûr de la garder en jeu le plus longtemps possible. Son état 1 dit que tant qu'on la contrôle,
on va pouvoir choisir une créature qui devient indestructible. Et donc chaque tour, on va pouvoir rendre indestructible une de nos créatures, donc pas seulement notre commandeur, mais d'autres. Et tant que cette saga restera en jeu, potentiellement à terme, toutes nos créatures seront indestructibles. En étape 2, on va pouvoir renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière, sachant que ça marche aussi sur les cartes de créatures saga, c'est donc très puissant. Et la troisième étape, jusqu'à 2 créatures ciblées que nous contrôlons acquièrent chacune le lien de vie jusqu'à la fin du tour. On n'aura bien entendu jamais envie d'atteindre cette étape. Notre but, c'est vraiment de garder cette saga en jeu le plus longtemps possible. Taranika, la vétérane Acroen, nous l'avons déjà vu précédemment, c'est une créature qui est très intéressante puisqu'elle dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, on va pouvoir dégager une autre créature ciblée que nous contrôlons. Alors ça ne nous intéresse pas forcément. Et jusqu'à la fin du tour, cette créature a une force et une endurance de bronze 4-4 et elle devient indestructible. Et c'est vraiment cette dernière capacité qui nous intéresse. Avec notre commandeur, on va pouvoir mettre beaucoup de marqueurs plus 1 plus 1 sur Taranika pour lui permettre de survivre quand elle attaque. Et elle va permettre à notre commandeur de survivre en le rendant indestructible. Parfaite synergie entre ces deux cartes. Les machinations de Nahiri est un enchantement qui va aussi être très efficace dans notre plan de jeu, puisqu'il dit qu'au début du combat pendant notre tour, une créature que nous contrôlons gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et cet enchantement va donc nous permettre de pouvoir attaquer chaque tour avec notre commandeur, tout en le gardant indestructible. Il y a un petit effet bonus qui dit que pour une mana rouge et une incolore, on pourra pouvoir faire un point de dégâts à une créature bloqueuse ciblée. Si nous avons beaucoup de mana, cela peut nous permettre aussi de gérer quelques créatures. Comme notre commandeur a le piétinement, ça peut éventuellement être intéressant. Le sauveur de souffle-cap, une créature très très intéressante. Bon, déjà, il a le vol, donc ce sera toujours intéressant de mettre quelques marqueurs sur lui, parce qu'il pourra devenir une menace vraiment importante contre nos adversaires. Mais surtout, il dit qu'à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons devient bloquée, on peut décider de la dégager et de la retirer du combat. Notre commandeur ayant juste besoin d'avoir attaqué pour déclencher son effet, il n'a pas besoin d'avoir fait les dégâts de combat. Ça nous permet de pouvoir attaquer avec notre commandeur et le retirer du combat sans risque si jamais il devait être bloqué par une créature capable de le tuer et de faire d'ailleurs la même chose avec toutes nos créatures, nous permettant de pouvoir attaquer en masse chaque tour si on en a l'envie, sans risquer quoi que ce soit au niveau de nos créatures. C'est vraiment une carte qui peut être très très puissante et qui synergise parfaitement avec notre plan de jeu. Le passage des malandrins, enfin, est la dernière des cartes permettant de pouvoir utiliser notre commandeur sans risque, mais ça nous coûtera vraiment très très cher en mana, parce qu'il faudra 4 mana et engager le passage des malandrins pour rendre notre commandeur imbloquable, et ensuite encore une mana pour activer sa capacité de vantardise, autrement dit 5 mana monopolisés juste pour ça, et on va ensuite vouloir jouer les autres sorts qu'on a éventuellement en main, donc c'est très très compliqué d'utiliser. Néanmoins, en milieu ou fin de partie, si on a beaucoup de mana, ce sera un moyen sûr et efficace de pouvoir continuer à profiter de notre plan de jeu tout en mettant une pression très forte à nos adversaires. Évidemment, notre plan de jeu étant basé sur les sagas, nous allons vouloir en abuser et donc pouvoir enlever et remettre des marqueurs sapiens de nos sagas pour pouvoir redéclencher leurs effets. Notre commandeur est la principale source nous permettant de le faire, et il peut permettre d'ajouter ou de retirer un marqueur sapiens d'une saga une fois par tour, mais il ne peut le faire qu'une fois par tour et sur une seule saga à la fois, donc on ne pourra pas garder en jeu beaucoup de sagas si on a seulement notre commandeur pour le faire. Commençons par le conduit d'alimentation. Cet artefact nous permet de retirer un marqueur d'un permanent que nous contrôlons pour mettre en échange un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que nous contrôlons. On va pouvoir grâce à ça enlever des marqueurs sapiens de nos sagas et donc les garder plus longtemps et redéclencher leurs effets de chapitre qui nous intéressent le plus. Et en plus augmenter petit à petit notre commandeur pour le rendre de plus en plus puissant. Et étant donné qu'il est piétinement et lien de vie, ça peut rapidement devenir très puissant. C'est une des cartes maîtresses de notre jeu et on a vraiment envie d'avoir le plus rapidement possible dans notre main. Les terrains de nidification est un terrain très très puissant dans notre plan de jeu. D'abord parce qu'ils nous permettent d'enlever bien sûr des marqueurs sapiens de nos sagas. On va pouvoir les mettre sur n'importe quoi, par exemple sur lui-même éventuellement. Ou on peut aussi les mettre sur une autre saga, parce que certaines de nos sagas, on a envie de les finir le plus vite possible et on voudra parfois ajouter des marqueurs sapiens dessus. Donc conserver une saga en jeu le plus longtemps possible en lui enlevant des marqueurs et en faire rapidement finir une autre qu'on veut finir justement en lui mettant, c'est vraiment très puissant. Cette carte synergise vraiment de façon extrêmement efficace dans notre plan de jeu. Grenat, la princesse d'Alexandrie, est une des cartes les plus puissantes de notre jeu, et d'ailleurs, on pourrait l'utiliser comme commandeur si on voulait se priver de la couleur rouge, mais on a voulu garder le jeu tricolore, donc elle est seulement une des 100 cartes. Néanmoins, elle est vraiment incroyablement puissante. À chaque fois qu'elle attaque, on va pouvoir renvoyer n'importe quel nombre de marqueurs sapiens qu'on enlève de nos sagas. Autrement dit, les sagas qu'on a envie de finir, on les touche pas. Les autres, on peut enlever les marqueurs pour pouvoir redéclencher l'effet numéro 1 ou 2 au tour d'après. Et pour chaque marqueur sapiens qu'on a retiré de cette façon, on va lui mettre un marqueur plus 1 sur elle, sachant qu'elle a le lien de vie en plus. Donc elle va devenir rapidement très très puissante
par elle-même, très puissante aussi grâce à notre commandeur qui met des marqueurs sur les autres créatures. Elle peut devenir énorme, nous faire gagner énormément de points de vie et nous permettre de garder en jeu toutes les sagas que l'on souhaite garder. Elle est incroyable cette carte, vraiment incroyable. Le reliquaire d'essence, c'est une carte aussi très très intéressante puisqu'il va nous permettre de renvoyer en main un permanent ciblé que nous contrôlons et toutes les auras qui lui sont attachées. Mais on peut le faire que pendant notre tour, donc on ne pourra pas beaucoup s'en servir comme moyen de protection contre des sorts de gestion ennemis, sauf si un ennemi évidemment l'utilise pendant notre tour, mais s'il voit cette carte, normalement il ne devrait pas faire cette erreur. Mais par contre, on pourra renvoyer en main nos sagas pour pouvoir les rejouer et redéclencher leur effet numéro un dans le même tour. Et déclencher 2 fois l'effet numéro un de certaines sagas, ça pourra parfois être extrêmement puissant. Ça coûtera de la mana certes, mais ce sera quand même extrêmement puissant. Le sanctuaire de Tirith est un terrain qui peut s'avérer vraiment très efficace dans notre jeu. Alors c'est long, ça coûte cher en mana, puisqu'au total il faut un certain nombre de tours, hein, pour l'utiliser. Il arrive en jeu, pour 2 mana, on va l'engager et dire qu'une créature légendaire ciblée va devenir un dieu en plus ses autres types et mettre un marqueur plus 1 sur elle. C'est sympathique mais sans plus. Le tour d'après, pour 4 mana, on va pouvoir le sacrifier et mettre un marqueur indestructible sur un dieu ciblé. Et ensuite, avec le témoin d'évolution, on va pouvoir le renvoyer dans notre main pour recommencer. C'est-à-dire qu'un tour sur deux, en payant pas mal de mana, on va pouvoir petit à petit rendre toutes nos créatures légendaires indestructibles. Ça peut être très puissant, surtout quand on voit la force des créatures légendaires qu'il y a dans notre jeu. La chute de l'imposteur et le triomphe de Gérard sont des sagas qui sont là pour renforcer notre commandeur en début de partie, mais même en fin de partie, ça peut être très puissant, puisque le but sera bien sûr de mettre tous les marqueurs plus 1 sur notre commandeur. Le triomphe de Gérard, on ne pourra pas forcément les mettre sur notre commandeur en milieu ou en fin de partie, mais dans tous les cas, ce sera quand même quelque chose d'utile. La chute de l'imposteur, sa dernière étape nous permet d'exiler une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'un adversaire cible et contrôle. On va cibler l'adversaire, mais pas la créature, ce qui peut nous permettre d'exiler même une créature qui a la défense talismanique. Les premiers jeux Jurassic, c'est une saga de début de partie qui est vraiment très très efficace. Si on la pose en tout début de partie et qu'on a notre commandeur qui attaque, il va pouvoir activer automatiquement sa capacité vantardise pour faire passer la saga à 2 et on rajoutera 3 marqueurs plus 1 sur lui. Une 6-6 piétine moyen de vie en début de partie, ça peut rapidement devenir compliqué à gérer pour nos adversaires s'ils n'ont pas les sorts adéquats en main. Ensuite, les sœurs de Magus Sister, alors ça, c'est vraiment, une saga que j'adore. Ça fait un effet aléatoire chaque tour. Si on arrive à la garder en jeu longtemps, ça fera vraiment des effets démentiels. Soit on met 3 marqueurs plus 1 sur une créature, encore une fois, bien sûr, on va privilégier notre commandeur. Soit on met un marqueur bouclier sur une créature, ça lui permet de ne pas être détruite au moins une fois. Et sinon, elle va se battre contre une créature qu'un adversaire contrôle. Et comme c'est une 5/5, elle va pouvoir vraiment, gérer des menaces assez puissantes. Yéna, régente de Gros-Rouge, est une carte incroyablement puissante dans notre jeu. Elle nous permet de copier tous nos enchantements au moins une fois chacun, puisqu'on ne peut pas avoir 2 fois le même enchantement et le copier encore une troisième fois grâce à elle. Mais néanmoins, c'est incroyablement puissant. On a beaucoup d'enchantements très très forts dans notre jeu. Dès qu'on a cette carte en jeu, tout de suite, ça va faire des dingueries. Vraiment, vous verrez. La tisseuse d'harmonie, elle, va nous permettre pour une mana verte de pouvoir copier une capacité activée ou déclenchée ciblée que nous contrôlons, qui est d'une source enchantement. Donc elle va pouvoir nous permettre de copier, bien entendu, les capacités de nos sagas. À chaque fois qu'on va activer un chapitre, on va pouvoir le copier pour qu'il déclenche 2 fois. C'est déjà en soi très 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 fort. Et on va le voir, on a d'autres enchantements avec des effets puissants qu'elle va pouvoir copier aussi. C'est vraiment une des cartes principales de notre jeu. Et en plus, c'est une créature enchantement, donc on peut elle-même la copier grâce à Yena pour pouvoir faire ça 2 fois par tour. Satsuki est une créature très puissante dans notre jeu, mais néanmoins on ne pourra pas forcément toujours exploiter au maximum ses capacités parce que des fois on aura envie de garder nos sagas au contraire, parce qu'elle ne nous permet pas de choisir sur quelle saga on va mettre un marqueur sapiens. Quand on l'engage, on va devoir mettre un marqueur sapiens sur toutes nos sagas, et parfois ce sera pas forcément sur toutes les sagas qu'on veut le faire. Néanmoins, ça reste vraiment une très bonne carte dans notre jeu. Si jamais elle meurt, on va pouvoir en plus renvoyer une carte de saga depuis notre cimetière dans notre main, ce qui est toujours intéressant. La danseuse d'esprit du Hondou est une carte majeure de notre jeu. À chaque fois qu'un enchantement que nous contrôlons arrive, on peut créer un jeton qui en est une copie. On peut faire ceci qu'une seule fois par tour, mais ça reste extrêmement puissant, puisqu'on a vraiment des enchantements qui peuvent faire des dingueries dans notre jeu. Règne de la vérité de Michiko est une des sagas les plus puissantes dans notre jeu, pourtant c'est une petite Enko qui coûte qu'une mana blanche et une incolore. Le chapitre 1 et le chapitre 2 disent une créature ciblée gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact et enchantement que nous contrôlons. Étant donné qu'on peut rapidement avoir beaucoup d'enchantements, ça va rendre notre commandeur absolument
Dévastateur. Il a le piétinement, je vous rappelle, et le lien de vie, c'est vraiment très, très puissant. Si jamais en plus on copie cette saga, alors là on obtient des choses vraiment démentielles. Et justement, Ian Chesterton, lui, il dit que chaque saga que l'on lance va avoir un coût de réplication, ce qui veut dire qu'on va pouvoir payer le coût de la mana une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on aura de la mana. Et pour chaque fois qu'on va le payer, on va créer des copies de cette saga quand elle arrive en jeu. Imaginez, qu'on joue cette, carte, le règne de la vérité de Michko et qu'on le copie 2 ou 3 fois, en général, c'est un kill dans le round qui suit ou dans le round en question. Le sigil du troll vacant va nous permettre de créer un jeton 4/4 blanc hanche avec le vol à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement, c'est-à-dire très très souvent. Et l'accord angélique, lui, dit qu'à chaque étape de fin, si nous avons gagné au moins 4 points de vie ce tour-ci, on peut mettre sur champ de bataille un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol. Notre commandeur ayant le lien de vie, on va rapidement et très souvent gagner des points de vie et donc déclencher l'effet de l'accord angélique. Ces deux enchantements vont nous permettre de rapidement créer une armée de créatures volantes redoutables. Si jamais on arrive à copier un de ces deux enchantements, en général, ça nous fera gagner la partie très rapidement. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à la fin. Elle est un petit peu longue par rapport à mes vidéos habituelles, mais c'est très compliqué. Les jeux saga, il y a beaucoup de synergies dans tous les sens. Et encore, j'ai vraiment essayé de réduire au maximum. Je n'ai pas décrit toutes les synergies possibles qu'il y a dans ce deck. Il est extrêmement plaisant à jouer, il est explosif et peut faire boule de neige très, très rapidement. Vraiment, essayez de l'étudier, il est vraiment jouissif à prendre en main. Je vous souhaite une excellente, fin de journée ou une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à me mettre un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous souhaite à tous de bonnes parties. Je suis Sir Galahad et maintenant je me dégage et je vous dis au revoir.